Zemmour et Nolot, le retour. Le premier possède un nom qui fleure bon la vieille noblesse, mais il s'est rallié de longue date à la République des Lettres, puisque paraît aujourd'hui son 4e livre. Le second vient de consacrer une biographie à Louis XIV, et pour lui, le Gotha a toujours été du gâteau. Nous accueillons Louis-Henri de La Rochefoucauld et Gonzague Saint-Brice. Bonjour messieurs. Alors si j'ai bien suivi l'affaire, je devrais vous appeler messieurs les comtes pour des raisons différentes. Vous, parce que c'est par hérédité. Exactement. Vous êtes comte en fait en théorie. Ouais. Et Gonzague, c'est un peu plus compliqué puisque le titre a été accordé à votre arrière-grand-père par le pape Pie IX. Je savais pas que le pape pouvait... Oui, c'est ce que j'allais dire, moi non plus je savais pas. Comment ça se passe? Ça s'appelle les contes romains. Un comte romain. Et donc le pape peut Le anoblir. conte est bon. Quoi? Le pape peut anoblir, comme un roi. Apparemment, oui. Et vous voulez qu'on vous appelle Gonzague ou monsieur le comte? Je préfère Gonzague, si vous permettez. Gonzague, et vous, Louis-Henri? Comme vous voulez. Comme vous voulez. D'accord, vous le prenez sur ce ton, c'est parfait. À quoi ressemble un aristo en 2013? C'est la séquence 1:30 chrono du certifié, on a vérifié sans culotte, Tristan Carlier. Avant, il y avait la monarchie. Maintenant, il y a la République. Et tout ça, la faute à qui? La Révolution française, c'est les sans-culottes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des slips. 14 juillet 1789, Révolution française. À la Bastille, pas encore d'opéra. Place de la Révolution, on coupe la tête des rois. Le jour où on a décapité Louis XVI, c'est pas Louis XVI qu'on a décapité, c'est la France, et que depuis, les Français cherchent un père. 2013, la mère patrie n'a toujours pas de père. Pourtant, pas besoin de PMA, il y en a un qui attend que ça. Je suis l'aîné des Bourbons. Si un jour les Français me demandaient de prendre des responsabilités, je serai à ce titre disponible. Un prétendant disponible pour le futur, des descendants de la noblesse française pas vraiment à l'aise dans le présent. J'ai souvent notamment des difficultés avec des professeurs qui, du coup, me prenaient en grippe au début de l'année à cause de mon nom. Et des royalistes enfermés dans un passé qui ne passe pas. Le 14 juillet, je trouve pas normal que le président de la République s'assoie à l'endroit exact où Louis XVI a été guillotiné. Je trouve que poser son cul là où Louis XVI a eu le cou coupé, excusez-moi, je trouve ça un peu trivial. Alors, en attendant le retour de la monarchie, certains ont choisi l'ironie. Vive le roi, sans lui, on pourrait pas se gouverner tout seul. Et d'autres luttent contre l'oubli. Plus royaliste que le roi, je dis j'ai satisfait de moi. Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi. Je pense qu'il y a un vrai avenir à la monarchie en France. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur ce petit monde de la noblesse? Est-ce que c'est juste un élément folklorique pour vous ou un élément encore pertinent de l'identité française? Louis-Henri de La Rochefoucauld, pour commencer. Pour moi, c'est plus un petit groupe assez exotique qui essaie tant bien que mal de subsister depuis 200 ans en restant comme ça dans un entre-soi. Oui, parce que vous nous apprenez l'existence, notamment dans votre livre dont on va parler un peu plus tout à l'heure, de l'ANF, qui est l'association d'entraide de la noblesse française. Une sorte de restaurant du cœur pour la noblesse, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraide pourquoi dans cette... Ben, je sais pas très bien exactement, parce que moi-même, je suis pas membre de ce cercle, mais je crois que c'est pour essayer de supporter les aléas de la vie contemporaine. Oui, mais vous, concrètement, est-ce que vous avez eu des problèmes à cause de votre nom à rallonge, comme on dit un peu vulgairement? En fait, c'est plus des préjugés qui sont toujours les mêmes, qui sont de croire qu'on habite dans un château, comme ça. Avec Et alors, est-ce que vous vivez dans un château? Et là, sinon, j'habite dans une chambre de bonne. Oui, mais jadis, quand vous étiez petit. Ah oui, oui, ma grand-mère avait un château. Ah bah vous voyez. Chaque été. Il y a toujours un fond de vrai dans les a priori. Voilà. Et vous, Gonzague, ce monde de la noblesse, de l'aristocratie? Moi, je crois qu'on est aristocrate. On ne sait pas si on est aristocrate. On le sait à la fin de sa vie. Par exemple, moi, mes grands-parents, le comte et la comtesse Saint-Brice, ils ont sauvé des parachutistes pendant la guerre qui étaient tombés dans leur propriété. Ils étaient dans la résistance. Ils ont été dénoncés. Ils ont été déportés. Et ils sont morts tous les deux en déportation. Elle à Ravensbrück, parce qu'elle donnait sa soupe aux autres. Lui à Gross-Rosen, il a été battu nu dans la neige par les nazis. Ils sont morts à 3 jours de différence. Pour moi, ce sont des aristocrates. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis un aristocrate. J'attendrai de savoir si je pouvais me comporter aussi bien qu'ils l'ont fait. Aristocratie de l'esprit et du cœur. Et l'aristocratie transporte certaines valeurs. Alors Louis-Henri de La Rochefoucauld, La Révolution française, c'est un livre, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très plaisant, c'est à la fois sérieux et puis plein d'ironie. Vous évoquez quelques-uns de vos ancêtres, dont le fameux moralisme, mais sous ces aspects un peu de déconnade, parfois de farce, il y a des choses plus sérieuses. Et c'est tellement sérieux qu'à un moment, vous vous défendez de vouloir le retour de la monarchie, et moi j'ai un peu de mal à vous croire.
Ah oui? Oui, j'ai un peu de mal à vous croire. Je l'ai lu, même avec de la distance, quand même comme un plaidoyer pour une certaine monarchie, en tout cas. Est-ce que je me trompe? En fait, le point de départ du livre, c'était quand même en grande partie une pochade. Ouais. Parce que ces dernières années, on a beaucoup entendu des débats, identité nationale, devoir de mémoire, avec plein de communautarisme et de victimisation, toutes plus absurdes les unes que les autres. Et donc, c'était un peu le point de départ du livre, en fait. C'était dire, nous aussi, finalement, on peut dire, on est des grandes victimes de l'histoire. Donc, il y a une partie du livre qui en est fait, du coup, une espèce de plaidoyer un peu absurde, où je m'amuse à montrer que, finalement, les nobles pourraient dire qui sont ceux qui ont le plus souffert dans l'histoire de France. À un moment, vous dites, avec la Révolution française, il y a une forme de légèreté qui s'est perdue dans la vie et dans la littérature. Là, vous cessez de déconner. Là, ça, en revanche, voilà. Ça, c'est vrai, ça. Alors oui, mais développez, parce que ça paraît un peu curieux de lier. Je pense qu'Éric Zemmour... Oui, non, mais il y a toutes les thèses réelles qu'il est d'accord, donc il n'y a même pas de débat. Mais c'est votre point de vue qui m'intéresse. En quoi la Révolution marque la fin de la légèreté dans la vie et dans la littérature française? Après, je demanderai à Gonzague de réagir, bien sûr. Je pense que c'est évident que, par exemple, à la cour de François Ier ou Louis XIV, c'était plus marrant que sous Sarkozy ou François Hollande, je pense. Enfin, quand Molière venait jouer ses nouvelles pièces avec la troupe de Monsieur Frère du Roi, par exemple, ça me paraît plus frivole que, je sais pas moi, Caroline Fourest. Voilà, aujourd'hui. Non, mais tout est plus marrant que Caroline Fourest. Gonzague, est-ce que vous partagez cette idée? Alors, ce que je trouve formidable dans l'aristocratie, c'est de garder l'humour au pire moment de sa vie. Par exemple, la guillotine. Il y a quand même 2 mecs qui sont montés à la guillotine et qui ont fait des trucs formidables. Il y en a un qui est monté à la guillotine avec un livre. Et puis juste avant de mettre son cou dans le trou, et le bourreau, il prend un marque-page. Ça veut dire à tout à l'heure. Oui. C'est quand même un geste magnifique. Oui, c'est la classe, mais contre 5 millions de chômeurs, qu'est-ce qu'elle ferait, la monarchie, à part de l'humour? Qu'est-ce que ça apporterait à la France? Alors attendez, je voudrais donner la deuxième histoire, encore plus belle. C'est le vieil Aristo qui monte à la guillotine. Il dit au bourreau, aidez-moi à monter. Pour descendre, je me débrouillerai tout seul. Non, c'est très joli. Mais est-ce que ça a encore un sens dans la France de 2013? Voilà. Alors moi, c'était peut-être plus marrant avant, mais... Je vais vous répondre très simplement par les monarchies constitutionnelles. Moi, je suis républicain, j'ai été élu municipal, je ne suis pas royaliste. Mon idole, c'est Lafayette, pour une république fraternelle. Ah bah, pas du tout. C'est vous sur la couverture, on vous reconnaît bien sur la couverture. Non, pas du tout. Le brushing n'est pas même. Lafayette, vous n'avez pas mieux. Alors, je voudrais maintenant... C'est un imbécile, tout le monde se moquait de lui. C'est pas une raison. On laisse finir Gonzague. Alors, la question c'était... Alors moi je vais vous dire l'exemple des monarchies constitutionnelles. Qu'est-ce qui se passe en France? Un type est Premier ministre. Il va faire n'importe quoi pour devenir président. Alors que dans une monarchie constitutionnelle, un type est Premier ministre. Il ne peut pas, de toute façon, s'il se lève, sa tête va coller au plafond parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Donc il va faire tout. Il ne peut pas être président, il ne peut pas être roi, puisqu'il y a un roi au-dessus de lui qui ne fait rien. Eh bien, il va tout faire pour le bien du pays. C'est la différence. D'autre part, dans les moments très difficiles, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, qui a lutté contre le nazisme? Ce sont les monarchies constitutionnelles. Elles n'ont pas collaboré. Ça dépend. À Gonzague, pour le futur roi, alors vous êtes plutôt Bourbon ou Orléans? Ça m'est complètement égal. Oui. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est une chose qu'on ne dit jamais. C'est que la Révolution française, elle a été faite par des aristocrates. Oui. Ce sont les aristocrates qui ont fait la Révolution, la belle Révolution. Ça a commencé en 1789, ça a été jusqu'en 1791. Tout a été respecté de la démocratie, puisque c'est encore un aristocrate, Montesquieu, qui a fait la séparation des pouvoirs. Donc le législatif, l'exécutif, le judiciaire séparés. Le roi devient le premier fonctionnaire de la France. Le pays a enfin un parlement. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Et pendant ces 2 années, 1000 lois vont être votées en 2 ans. 1000 lois. C'est une magnifique révolution pacifique que la Révolution française. Elle va culminer... Attendez, vous allez voir, elle va culminer... Il va nous dire la terreur, c'est horrible, c'est les bourgeois. Quand les bourgeois prennent le pouvoir, c'est la terreur. La fête de la fédération. Eh bien, moi, je vais vous dire la vérité, Éric Zemmour. Qui a fait la protection des Juifs? C'est Clermont-Tonnerre, un aristocrate.
Qui a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? C'est le marquis de Lafayette. Qui a fait le partage des terres? C'est La Rochefoucauld-Liancourt. Donc, et qui a fait l'abolition des ancêtre de Louis-Henri. Un ancêtre. Qui a fait l'abolition des privilèges? C'est le vicomte de Noailles. Réponse de Zemmour. Donc, la belle révolution a été faite par des aristocrates. Mais non, mais on a compris. Éric, en 2 mots, pas de cours d'histoire. Vous ne pouvez pas l'accepter. Mais j'accepte. Alors après... J'accepte, mais dès le 14 juillet 89... Mais qui anime cette émission, Gonzac, c'est moi. 2 mots pour Zemmour, parce qu'on est très en retard. Non, mais et après, ça glisse dans le sang. Oui, voilà, donc c'est les bourgeois. C'est Robespierre. Voilà, je t'avais dit de vous couper la parole. Je t'avais dit que ça allait finir comme ça. Non, mais c'est la vérité. Non, c'est la vérité partielle, parce qu'on pourrait... Je ne vais pas faire de cours d'histoire. Non. Mais d'ailleurs, il le dit dans son petit livre. Dès le 14 juillet, on coupe les têtes. Dès le 14 juillet, la populace coupe les têtes. Et les aristocrates, ils font la révolution, oui, en partie parce qu'ils sont sincères et en partie aussi parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la pression de la populace, donc ils renoncent à leur pouvoir. Donc on pourrait... L'anniversaire aussi, la Bastille, le 14 juillet. Oui. Ce n'est pas le 14 juillet national français, ce n'est pas la célébration de la prise de la Bastille. C'est la fête de la Fédération. C'est la fête de la Fédération. Parfait. Ça a été le seul moment de l'histoire de France extraordinaire où tout le monde s'entendait. Ça vaut le coup de s'en souvenir. C'est vrai. Merci d'être passé par notre plateau, messieurs. Je rappelle le titre de vos livres, La Révolution française de Louis-Henri de La Rochefoucauld, c'est chez Gallimard. Louis XIV et le grand siècle que j'avais offert jadis à Zemmour de Gonzague-Saint-Brice, c'est aux éditions Télémac. Mais vous restez encore un peu avec nous. Enfin, un privilège que personne ne vous ôtera, c'est l'heure du carré VIP. Et une fois de plus, nos débats de la semaine dernière ont fait débat et c'est tant mieux. La preuve avec ce tweet de Brume de Mer, joli pseudo, qui se pose une question concernant la discussion sur les retraites que nous avons eue avec Michel Rocard. Alors je la cite. « Grâce à la thérapie génique, l'homme vivra jusqu'à 200 ans, voire 400 ans. Bonjour les négociations pour reculer l'âge de la retraite. » Alors, ce n'est pas faux, ma chère Brume de Mer, mais je vous rassure, ça n'empêchera pas Zemmour de penser que les Français sont des feignasses, d'arrêter de bosser dès 126 ans. Voilà. Un certain l'autre réussit quant à lui à faire une synthèse entre notre plateau sur le Qatar et celui sur le foot, grâce à ce magnifique jeu de mots. Alors écoute bien Eric, parce que ça vole très très haut. Voilà ce que nous écrit l'autre. « Je préfère les Canaries nantais aux Qataris nantis. » Oh, je rappelle que les Canaries, c'est le surnom des joueurs du Football Club de Nantes. Et je m'incline très bas devant ce jeu de mots que j'aurais aimé trouver. Oui. Enfin, Déda, souhaitais revenir sur ton échec malheureux à l'ENA, Eric. Oui, dont nous avons également parlé la semaine dernière, et la semaine d'avant, et encore la semaine d'avant. Mais lui, il se réjouit de cet échec, puisqu'il nous écrit sur Twitter, Zemmour a raté le concours à l'ENA. Heureusement, il aurait été ministre de l'immigration, un truc du genre. On l'a échappé belle. Moi, Eric, je pensais plutôt à toi pour le poste de secrétaire d'État à la condition féminine. Oh, ça aurait été joli. Peut-être dans le prochain remaniement. On suit ça de près. C'est donc sur cet épouvantable cauchemar virtuel que se termine cette 46e édition de Zemmour et Nolo, mais que tous les énarques qui nous regardent se rassurent. Vous pourrez retrouver cette émission dimanche soir sur M6 autour de minuit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats avec d'autres invités. D'ici là, restez Z, restez N, restez zen. Bonsoir à tous. Bonsoir.